Les théories du complot suscitent souvent le sourire par leur caractère absurde et leur absence de preuves. Cependant, certaines d'entre elles peuvent s'avérer vraies. Dans la discussion actuelle, la victime est le président d'une des grandes puissances, et les témoins sont des milliers de personnes facilement accessibles, se trouvant sur le parcours de son convoi. Néanmoins, c'est cet événement qui continue de susciter des débats parmi les gens du monde entier, même après 60 ans. La raison principale en est la suivante. À peine quelques heures après l'assassinat de Kennedy, la police a commencé à interroger les témoins et à arrêter le suspect, Lee Harvey Oswald, qui travaillait dans un entrepôt de livres à proximité. Rapidement, l'enquête a présenté des preuves contre lui. Mais quelques jours plus tard, Oswald a été tué par un inconnu. 1 an plus tard, la commission d'État a confirmé sa culpabilité. Ainsi, nous avons des preuves, un suspect et les conclusions de l'enquête. Cependant, il manque une certitude quant à leur véracité. La version officielle des événements soulève de nombreuses questions. Le président d'une des superpuissances a été assassiné dans le contexte de la guerre froide, à proximité d'une possible catastrophe nucléaire. Le nombre d'ennemis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La lutte entre les clans politiques, les élections à venir et les manifestations, tout cela remet en question la version officielle des événements. Selon celle-ci, Kennedy a été tué par un tireur isolé, un employé ordinaire de la bibliothèque voisine. Dans cette vidéo, nous examinerons en détail, et presque minute par minute, comment les événements se sont déroulés le jour de l'assassinat de Kennedy, ainsi que les raisons qui y ont conduit et les incidents qui ont suivi. Nous explorerons le déroulement de l'enquête, le processus de collecte des preuves, l'interrogation des témoins et l'identification des suspects. Il existe de nombreuses questions auxquelles il est nécessaire de trouver des réponses. Cependant, la principale d'entre elles est: qui a réellement tué John Kennedy? L'avion de Jackie Kennedy atterrit à l'aéroport de Dallas, l'une des 5 villes de l'État que le président des États-Unis doit visiter avec sa femme. En 2 jours, ils ont déjà eu des rencontres dans 3 d'entre elles. Nous aborderons plus tard la situation politique complexe dans le pays. Il est maintenant important de noter que le Texas a traditionnellement soutenu les républicains, tout comme il y a 60 ans, contrairement aux démocrates représentés par Kennedy. Le voyage à travers les villes clés du Texas jouait un rôle important. À l'aéroport, une grande foule et, bien sûr, la presse accueillent les présidents. Après des poignées de main, vers 11h45, Jackie Kennedy rejoint le gouverneur du Texas, John Connally, et son épouse. Ils montent dans une limousine décapotable, tandis que le vice-président Lyndon Johnson et sa femme prennent place dans une autre voiture. Il n'est pas clair s'il était prévu dès le départ que la limousine soit décapotable. Je suis désolé, mais le texte que vous avez fourni semble contenir des erreurs ou être dans un format incohérent. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir un autre paragraphe à traduire? Je suis désolé, mais le texte que vous avez fourni semble être un mélange incohérent de mots et de phrases provenant de différentes langues. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir un autre paragraphe à traduire? Je suis désolé, mais le texte que vous avez fourni semble être un mélange incohérent de mots et de phrases provenant de différentes langues. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir un autre paragraphe à traduire? À 12h29, l'épouse du gouverneur Connally s'adresse à Kennedy en disant « Monsieur le Président, vous ne pouvez pas dire que Dallas ne vous aime pas. » Pendant ce temps, non loin de là,
sur un bloc de béton, sur une colline herbeuse, se trouve Abraham Zapruder, avec une caméra amateur. Il dirige une entreprise de production de vêtements pour femmes. Et son bureau est situé au 4e étage d'un bâtiment, juste en face de l'entrepôt de livres scolaires du Texas. Zapruder est un démocrate et un admirateur de Kennedy qui est venu écouter le président. Zapruder avait prévu de filmer le passage du cortège, mais en raison des fortes pluies la veille, il avait changé d'avis. Le matin du 22, le temps s'est amélioré et il a eu juste le temps de saisir sa caméra. Au départ, il avait l'intention de filmer depuis la fenêtre de son bureau, mais il a ensuite décidé de choisir un meilleur emplacement et s'est installé sur la colline. Le cortège tourne dans la rue Elm, près du bâtiment de l'entrepôt de livres. À 2h30, un coup de feu retentit. Pendant un moment, l'agent des services secrets, Clinton Hill, pense que le bruit provient d'un feu d'artifice, mais il remarque la réaction du président après le premier tir et sort en courant de la voiture qui l'accompagne. Lorsqu'il se précipite vers la limousine, il est déjà trop tard. La deuxième balle atteint Kennedy. 3 coups de feu sont officiellement enregistrés, mais l'enquête a établi que le président n'a été blessé que par 2 d'entre eux. Une des balles a touché Kennedy à l'arrière de la tête. Le cortège file vers l'hôpital le plus proche, Parkland, où les médecins font tout leur possible. Bien que le gouverneur Connally survive, Kennedy est déclaré mort. Nous ne montrons pas le moment de l'assassinat pour des raisons évidentes. Comme la plupart des crimes, cela s'est produit en un instant, quelques coups de feu en l'espace de quelques minutes. Nous nous concentrerons principalement sur ce qui s'est passé avant et après les événements. Et c'est là que nous chercherons la vérité, en commençant par le contexte. Selon les données d'analyse de YouTube, environ 5 à 6% des spectateurs de ma chaîne ont plus de 65 ans. Tout d'abord, je vous adresse un grand respect et une profonde considération, mais je doute que l'un d'entre vous ait vécu en Amérique dans les années 50-60. Lorsqu'il s'agit d'un crime d'une telle ampleur, l'un des aspects clés. L'une des questions principales auxquelles nous devons répondre est « Qui en tire profit ?» Plongeons dans le contexte politique et social. Après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide a commencé, un affrontement des idéologies. Le prédécesseur de Kennedy, le président Eisenhower, a introduit dans les années 50 le célèbre principe du domino, qui est devenu largement connu grâce à cet événement. Il faisait référence au conflit entre le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, impliquant l'URSS et les États-Unis. Eisenhower pensait que la chute du Vietnam, sous contrôle communiste, pourrait entraîner des conséquences similaires dans d'autres pays d'Asie, du Sud-Est. À cette époque, dans les années 50, la guerre de Corée a éclaté, où les États-Unis ont soutenu la partie sud. Le dictateur pro-américain, Batista, a fui, tandis que Fidel Castro est arrivé dans la capitale et a pris la tête d'un nouveau gouvernement temporaire. Les États-Unis ont été les premiers à reconnaître le gouvernement de Castro à Cuba, mais rapidement, les relations entre les deux pays se sont détériorées en raison de l'établissement d'un régime communiste par Castro et de l'approfondissement de sa coopération avec l'Union soviétique. La politique étrangère des États-Unis dans les années 50 était un sujet, cependant, les événements intérieurs se déroulaient de manière tout à fait différente. Un idéal se formait dans le pays, une famille heureuse dans sa propre maison, plusieurs voitures, une pelouse bien entretenue, des enfants joyeux, en somme, une vie idéale. C'est à cette époque que le rêve américain classique est né.
Les historiens américains décrivent cette période par un mot principal, le boom. Cela fait référence à la fois à la croissance économique, à la construction de banlieues et au baby boom, une augmentation rapide de la natalité. C'est pourquoi cette génération a été appelée les baby boomers. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains aspiraient à fonder des familles, et ce qui est tout aussi important, avaient les moyens de le faire. Le citoyen moyen du pays pouvait se permettre beaucoup plus que les générations précédentes. Le taux de chômage et l'inflation restaient bas, tandis que les salaires étaient élevés. Les Américains de la classe moyenne disposèrent de revenus nettement plus élevés que jamais auparavant. À cette époque, une ère connue sous le nom de Superman a commencé. L'Amérique des banlieues à un étage. Après la guerre, les promoteurs ont commencé à acquérir des terrains en périphérie des villes pour construire des maisons modestes et abordables. L'État a subventionné des prêts hypothécaires avantageux, ce qui signifiait pour de nombreux soldats rentrant chez eux que l'achat d'une maison en banlieue coûtait souvent moins cher que la location d'un appartement en ville. Ces maisons étaient idéales pour les jeunes familles. À cette époque, l'image de la femme au foyer américaine typique s'est également formée. Cependant, il existait aussi un revers. À cette époque, de sérieux conflits émergeaient dans la société américaine. La guerre froide a contribué au début de la panique rouge, entraînant des dizaines de milliers de citoyens à perdre leur emploi, leur famille et leurs amis, en raison des persécutions des membres du mouvement communiste. Ces subventions au logement facilitaient considérablement la vie des jeunes Américains, bien que principalement blancs. En conséquence, le projet de loi n'a fait qu'aggraver les inégalités sociales entre les habitants blancs et noirs du pays. Dans les années 1950, la lutte contre le racisme et la ségrégation est devenue un aspect clé de la vie publique en Amérique. Des toilettes séparées pour les Noirs et les Blancs, des places différentes dans les transports, en commun et des écoles. Tout cela suscitait des manifestations d'une part significative de la société. Il convient de noter que le mouvement contre la ségrégation était dirigé par Martin Luther King. C'est dans cette atmosphère que se sont déroulées les élections présidentielles. Et bien que la télévision n'ait pas été le seul facteur contribuant à la victoire de Kennedy, sans elle, il n'aurait certainement pas été élu aussi facilement. Les années 60 ont débuté par une course présidentielle entre Kennedy et Nixon. Ces élections ont été marquées par les premiers débats entre les deux candidats, diffusés à la télévision américaine. Au total, 4 émissions ont eu lieu, mais c'est surtout le premier qui a marqué les esprits, où Kennedy a, on peut le dire, battu Nixon avec assurance. Il n'a même pas hésité à utiliser du maquillage pour les enregistrements, contrairement à Nixon, qui a refusé cette idée. En conséquence, le public a retenu l'image d'un Kennedy brillant, confiant et charismatique, face à un Nixon nerveux et moins énergique. Lors des retransmissions suivantes, Nixon a réussi à partiellement réhabiliter sa réputation, mais néanmoins, Kennedy a remporté la victoire avec une faible avance. Le 20 janvier 1961, l'Amérique a été dirigée par le jeune, énergique et charismatique président John Kennedy, et sa première dame raffinée et à la mode semblait à tous être le symbole d'une nouvelle époque politique. Beaucoup y ont vu une opportunité de résoudre les principaux problèmes politiques et sociaux du pays. Cependant, la réalité s'est révélée plus complexe. Les États-Unis ont été confrontés à de sérieux défis internes et externes à l'intersection de la guerre froide, qui a presque dégénéré en catastrophe nucléaire. Et ce n'est pas tout. Il est évident que le nombre de personnes
y compris des personnalités influentes, qui pouvaient ne pas apprécier Kennedy, étaient considérables. Revenons au 22 novembre 1963. Que se passait-il à Dallas, immédiatement après les tirs tragiques? À ce moment-là, la panique régnait sur la place. Beaucoup ne comprenaient pas ce qui se passait. Selon les témoignages des témoins, une inquiétude s'est installée parmi les présents, craignant que les tirs ne se poursuivent et ne se dirigent vers la foule. 6 minutes après l'incident, CBS interrompt la diffusion du feuilleton et annonce l'attentat contre le président. 15 minutes après l'attentat, la police a diffusé la description d'un suspect, un homme blanc d'environ 30 ans, de corpulence mince et mesurant environ 177 cm. Selon le rapport, 2 hommes étaient absents du bâtiment. Le premier était sorti pour voir le cortège et ne fut pas autorisé à revenir. Le second était Lee Harvey Oswald, qui n'avait travaillé là que pendant 1 mois. À 1h15, il a été signalé qu'à 5 km du lieu de l'incident, l'officier de police, J.D. Tippit, avait été blessé et tué. Il avait reçu 3 balles dans la poitrine et une dans la tempe. 12 témoins ont vu un homme quitter les lieux du crime et 6 d'entre eux ont ensuite identifié Oswald. À 1h26, le vice-président Lyndon Johnson quitte l'hôpital Parkland, où se trouve Kennedy, et se dirige vers l'aéroport pour retourner à Washington. À 1h30, le porte-parole par intérim de la Maison-Blanche annonce la mort du président John Kennedy. Dans le même temps, la police reçoit des informations concernant un homme correspondant à la description du meurtrier de l'officier Tippit. À 1h45, 15 policiers entourent le bâtiment du cinéma Texas et envoient 4 autres officiers à l'intérieur pour arrêter le suspect, qui regardait un film à ce moment-là. La police effectue des tests au paraffine sur les mains et le visage d'Oswald, confirmant qu'il a récemment tiré. Plus tard, sa femme Marina affirme que le fusil trouvé dans le dépôt appartient à son mari. Le vice-président Johnson prête serment en tant que président des États-Unis dans un petit salon aux côtés de sa femme et de la veuve de Kennedy. À bord de l'avion à destination du principal poste de police de Dallas, Oswald commence un interrogatoire qui durera presque 12 heures. Il nie toutes les accusations de meurtre concernant Kennedy et l'officier. Lorsque l'on lui montre une photo avec le fusil, Oswald se contente de sourire et la qualifie de faux. Peu après, il cesse complètement de répondre aux questions, et il reste maintenant à déterminer qui était ce célèbre tireur, Lee Harvey Oswald. Nous vous assurons que beaucoup de choses intéressantes vous attendent. Oswald est né en 1939 à la Nouvelle-Orléans. 2 mois avant sa naissance, son père, Harvey, est décédé d'une crise cardiaque, laissant sa mère, Margaret, avec 3 enfants. Il a 2 frères aînés, Robert et John, ce dernier étant un demi-frère, car il était le fils d'un précédent mariage de sa mère. 1 an après cela, ils ont déménagé à Dallas, où Margaret s'est remariée. Les frères aînés sont allés dans une académie militaire, tandis qu'Harvey est resté vivre avec sa mère et son nouveau mari, John Peake, qui est également devenu son demi-frère. Pendant cette période, ils vivaient tous sous le même toit. Il a à plusieurs reprises levé la main sur sa mère dans la chaleur de la dispute, menaçant même une fois de l'attaquer avec un couteau. Après cela, Harvey et sa mère ont déménagé dans un autre quartier de la ville, où il a commencé à aller à l'école. Là, il a été moqué à cause de son accent et de son style vestimentaire. Il est important de noter qu'il a été laissé à lui-même depuis son enfance. Sa mère travaillait constamment ou s'occupait de ses problèmes.
et la différence d'âge avec ses frères se faisait sentir. Lee était plus jeune que ses camarades de 5 ans. Rapidement, il a commencé à sécher l'école, préférant rester seul à la maison, à regarder la télévision ou à lire des magazines. Cela a continué, malgré les efforts de l'administration scolaire et de sa mère pour le ramener sur les bancs de l'école. De nombreuses sources attestent qu'Oswald représentait une menace potentielle et souffrait de graves troubles mentaux. Bien que les données officielles des Archives nationales des États-Unis ne mentionnent pas cela, il semble que des problèmes aient effectivement existé. Selon un travailleur social qui suivait Harvey, le garçon était manifestement détaché. Il était froid, tendu, et ne supportait pas d'être dérangé. Évitant tout contact, il déclarait souvent « Je n'ai pas besoin d'amis, je n'aime pas parler aux gens, je n'aime pas les gens en général. » Cependant, personne ne doutait de ses capacités intellectuelles. Son QI était supérieur à la moyenne, et le test de lecture a confirmé un niveau élevé de compréhension et de rapidité. Harvey montrait également des aptitudes en arithmétique. Le travailleur social affirmait qu'avec un soutien psychologique, Oswald pourrait réussir à se socialiser. Cependant, sa mère n'a pris aucune mesure, et les autorités municipales ont décidé de placer le garçon dans un foyer sans attendre la décision du tribunal. La mère et le fils ont déménagé de New York à la Nouvelle-Orléans, où Oswald a terminé la 9e année, puis a quitté l'école pour s'engager dans les Marines. Pendant cette période, il a développé un nouvel intérêt. Il s'est passionné pour la littérature communiste, empruntant des livres à la bibliothèque. Plus tard, lorsque l'on a demandé à Marguerite si elle était préoccupée par la nouvelle passion de son fils, elle a déclaré qu'elle ne considérait pas cela comme un problème. Si les livres étaient si nuisibles pour les enfants, pourquoi étaient-ils disponibles dans une bibliothèque publique? L'intérêt d'Oswald pour le marxisme est resté présent durant son service dans les Marines. Selon ses camarades, il suivait les événements en Union soviétique, soutenait Khrouchtchev et s'intéressait à Cuba et à Fidel Castro. Oswald était un tireur habile, mais ne montrait pas d'enthousiasme pour son service. En septembre 1959, Oswald a quitté les Marines des États-Unis et est rapidement parti pour l'Union soviétique. Je dois avouer qu'avant de commencer à étudier ces informations, mes connaissances sur Oswald étaient plutôt limitées. Cependant, ce n'est pas tout. La visite d'Oswald en URSS n'a pas été un simple voyage touristique avec de la vodka et des matrioshkas. Il est resté dans le pays pendant une longue période. Peu après son arrivée, il a informé son frère Robert qu'il considérait l'URSS comme sa patrie et qu'il était venu là-bas pour trouver la liberté. Dans une autre lettre, il a mentionné qu'il n'avait pas l'intention de retourner aux États-Unis, un pays qu'il détestait. Cependant, le gouvernement soviétique n'a pas fait preuve de bienveillance envers l'Américain. Au départ, on lui a refusé le droit de rester dans le pays. Et selon les données officielles, cela s'est produit en octobre 1959. Après cela, Oswald a tenté de se suicider, mais il a été sauvé à temps et transporté dans un hôpital de Moscou. À sa sortie de l'hôpital, il s'est immédiatement adressé à l'ambassade américaine pour exprimer son souhait de renoncer à sa citoyenneté. En conclusion, il a déclaré sa fidélité à l'Union soviétique en tant qu'État socialiste. La principale raison de sa renonciation à la citoyenneté était « Je suis marxiste ». Finalement, les autorités soviétiques ont tout de même accepté de le laisser rester pour une durée indéterminée, et Oswald a été envoyé à Minsk pour travailler comme ajusteur dans une usine
de radio-télévision. Ainsi, le salaire d'Oswald, en tant qu'ajusteur à l'usine, s'élevait à 700 roubles. C'est un montant tout à fait ordinaire, car cela se passait 2 ans avant une réforme monétaire significative en URSS, lorsque les salaires et les prix ont été réduits par 10. Il est intéressant de noter que chaque mois, le gouvernement soviétique versait également à Oswald une allocation équivalente à son salaire. En conséquence, le revenu total d'Oswald, selon ses propres mots, était comparable au salaire du directeur de l'usine où il travaillait. De plus, son logement était nettement plus confortable par rapport aux conditions de ses pairs en Union soviétique. Je rappelle qu'à cette époque, Harvey avait environ 20 ans. On aurait dit qu'il vivait dans le pays de ses rêves, profitant d'un revenu stable et de conditions de logement décentes. Néanmoins, progressivement, sa vision du monde a commencé à changer. Dans son journal, en août-septembre 1960, il notait qu'il comprenait de plus en plus dans quelle société il se trouvait. Les activités de gymnastique de masse, les réunions obligatoires sur des questions politiques après le travail et les sorties collectives pour la récolte des pommes de terre le laissaient complètement indifférent. Bien sûr, l'absence d'enthousiasme pour la récolte des pommes de terre en Biélorussie était pratiquement perçue comme un crime. Au début de l'année 1961, Harvey a noté dans son journal son désir de quitter son emploi. Il s'ennuyait, il n'avait pas d'endroit où dépenser son argent, ni club de nuit, ni bowling, seulement des danses syndicales. À cette période, alors qu'il commençait à envisager un retour dans son pays natal, il a rencontré Marina Prusakova. En avril 1961, ils se sont mariés. Environ 1 an plus tard, en juin 1962, Oswald est revenu aux États-Unis avec sa femme et leur fille de 3 mois. Il avait 23 ans et, durant cette période, il avait eu le temps de se désillusionner vis-à-vis de son pays, de renoncer à sa citoyenneté, de vivre en Union soviétique, de se désillusionner à nouveau et de revenir. Dans cette situation, on peut parler soit d'un manque de discernement, soit de problèmes psychologiques sérieux. Comme on le sait, Oswald n'était pas un homme stupide. Sa femme Marina a par la suite confirmé qu'après son retour, il avait effectivement rencontré des difficultés psychologiques. Il est devenu plus isolé, imprévisible et irritable. Bien qu'il se soit désillusionné tant vis-à-vis du capitalisme américain que du socialisme soviétique, Oswald continuait à se considérer comme marxiste. La famille s'est installée à Dallas, au Texas. Au début de l'année 1963, il a commandé un revolver de calibre .38 et en mars, il a acheté un fusil avec une lunette de visée. Il a demandé à Marina de prendre une photo de lui avec l'arme, qui a par la suite acquis un statut légendaire. Au cours des décennies suivantes, cette image se retrouvera au cœur des enquêtes et deviendra l'une des preuves clés dans l'affaire criminelle, car le fusil sur la photo sera identifié comme celui à partir duquel on a tiré sur le président Kennedy. Pour les sceptiques, cette photographie constituera un argument supplémentaire en faveur de la théorie selon laquelle Oswald n'était qu'un bouc émissaire. Nous discuterons encore de cette image. À Dallas, Oswald travaillait dans un laboratoire photo, mais en avril 1963, il a été licencié en raison de la mauvaise qualité de son travail et de son caractère difficile. Quelques jours seulement après, il a tenté d'attaquer l'ancien général de l'armée, Edwin Walker. Selon la version officielle, c'est précisément pour cette attaque qu'il a acheté le fusil. Cependant, ses motivations et la confirmation de sa participation restent douteuses.
2 semaines après l'attentat contre Walker, il est arrivé à la Nouvelle-Orléans, laissant sa femme et son enfant au Texas. Ils devaient le rejoindre plus tard. À son nouvel emplacement, il a trouvé un emploi en tant que vendeur de café à l'Orléans. Là, il a créé une section du comité pour une politique juste envers Cuba et a commencé à distribuer des tracts en soutien à Castro. L'objectif principal du comité était d'assurer un soutien de masse à la révolution cubaine, et la plupart de ses membres étaient sous surveillance du FBI. En août, Oswald a imprimé et commencé à distribuer des tracts avec le slogan « Des mains hors de Cuba » dans le centre de la Nouvelle-Orléans. Après un conflit avec 3 émigrés cubains, opposants à Castro, il a été arrêté et interrogé par la police. Lors de son interrogatoire, Oswald a affirmé que son organisation comptait 35 membres et que les réunions n'avaient pas lieu chaque mois. Cependant, l'organe central du comité n'a jamais créé de section qu'il prétendait diriger. Après l'attaque des émigrés cubains contre la manifestation de comité et l'avertissement de la police, Oswald a déclaré qu'il avait été contraint de s'occuper des questions organisationnelles seul, ayant perdu tout soutien. Cependant, aucune trace de manifestation n'a été trouvée, à part l'incident avec les 3 Cubains mentionnés précédemment. Il semble que ce fut une action personnelle d'Oswald. La question légitime s'est posée. Pourquoi faisait-il cela? Comme l'a raconté sa femme Marina, Oswald voulait être arrêté pour attirer l'attention des médias et des stations de radio. Il aspirait à la notoriété, prévoyant de se rendre à Cuba en août 1963. De plus, Oswald a exprimé le désir de retourner en Union soviétique et a demandé à sa femme d'écrire à l'ambassade soviétique à Washington pour demander un visa. À cette époque, Oswald préparait des plans pour un voyage à Cuba et avait même proposé à Marina de détourner un avion. Mais la femme enceinte a refusé. Le 27 septembre 1963, il est arrivé à Mexico et s'est immédiatement rendu à l'ambassade cubaine pour demander un visa de transit vers l'Union soviétique, se présentant comme le responsable de la section du comité pour une politique juste envers Cuba, à la Nouvelle-Orléans, et affirmant son soutien à la révolution cubaine. Le visa a été refusé, car aucune réponse n'avait été reçue de l'Union soviétique. Oswald était très agité et a tenté de convaincre le consul qu'il avait droit à un visa en raison de ses origines et de sa participation à la lutte pour la révolution cubaine. Mais la dispute n'a abouti à rien. Début octobre 1963, il a quitté Mexico et est arrivé à Dallas, prévoyant de devenir père une seconde fois, bien qu'il n'ait ni argent ni emploi. À cette époque, sa femme vivait séparément chez une amie, car Harvey la tourmentait. À cet égard, il a eu de la chance. Lors de l'entretien, il a déclaré qu'il venait de quitter le corps des Marines des États-Unis et personne n'a vérifié la véracité de ses propos. Nous revenons maintenant aux événements du 22 novembre 1963. Oswald ne savait pas conduire. Fraser interroge un jeune employé au sujet d'un objet qu'il tient dans ses mains, enveloppé dans du papier. Oswald déclare qu'il s'agit de quelques rideaux. Quelques minutes après les tirs, à 12h32, un policier arrête Oswald. Dans la salle de stockage, au 2e étage, le gestionnaire du bâtiment intervient, défendant Oswald et demandant à ce qu'il soit relâché. Oswald quitte la salle de stockage, se dirige vers l'arrêt de bus et monte dans un autobus. À 1h de l'après-midi, il retourne dans sa chambre, change de vêtements, prend son pistolet avec lui et sort à nouveau. À 13h15,
quelqu'un tire sur un policier à environ 15 minutes à pied de la chambre d'Oswald, ce qui devient plus tard un motif d'accusation contre Harvey. À 13h50, Oswald est arrêté dans un cinéma. 2 jours plus tard, le 24 novembre, à 11h20 du matin, il est transféré du poste de police de Dallas à la prison du comté et ce processus est diffusé en direct. À ce moment-là, Jack Ruby tire sur Oswald. Lee est amené à l'hôpital policier de Parkland, où il subit une opération. En conséquence, vers 1h de l'après-midi, il décède dans le même hôpital où Kennedy avait précédemment succombé. Lors du procès de Lee, Jack sera condamné. En mars 1964, il se verra infliger la peine de mort, mais en octobre 1966, la Cour d'appel du Texas annulera cette décision. Moins d'1 an plus tard, Ruby décédera en prison d'une maladie pulmonaire, ne vivant pas assez longtemps pour un nouveau procès. Nous nous posons maintenant une question logique. Qui est Jack Ruby? Jacob Rubinstein, plus connu sous le nom de Jack Ruby, est né à Chicago en 1911, dans une famille d'émigrés polonais. Il gagnait sa vie grâce à des petits boulots. Et, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi en tant que mécanicien aéronautique sur des bases militaires américaines. En 1947, il a déménagé à Dallas, où il a géré plusieurs clubs de nuit. On pense que son activité dans ces clubs a contribué à établir des liens avec la police. Ruby était profondément affecté par l'assassinat de Kennedy. Le 24 novembre, il s'est rendu à la mairie de Dallas, où Oswald était transféré à la prison du comté. En entrant dans le sous-sol, rempli de policiers et de journalistes, Ruby a immédiatement été arrêté. Lorsque Jack Ruby a été jeté au sol, il a crié « Vous me connaissez tous, je suis Jack Ruby ». En effet, des policiers fréquentaient souvent ces clubs, et il jouissait d'une certaine notoriété dans les cercles locaux. Malgré les rumeurs concernant ses liens avec le crime organisé, la commission Warren. L'enquête sur l'assassinat de Kennedy n'a pas révélé d'éléments significatifs. Oswald a déclaré qu'il avait tué Kennedy, puis Ruby a tué Oswald. Il faut admettre que cela semble plutôt suspect. Le prochain président des États-Unis, Lyndon Johnson, pensait que l'assassinat de Kennedy pouvait être le résultat d'un complot. De nombreux Américains exprimaient également des soupçons quant à une possible implication des communistes dans ces meurtres. Une agence spéciale a été créée pour enquêter sur l'assassinat de Kennedy, dirigée par le juge en chef de la Cour suprême, Earl Warren. Au cours de près d'1 an de travail, la commission a recueilli des témoignages de plus de 500 personnes, obtenant plus de 3000 rapports du FBI et du service secret. Un rapport de 88 pages a été préparé sur les résultats de l'enquête, qui a été publié immédiatement après sa présentation au président Johnson. La commission a également conclu qu'elle n'avait trouvé aucune preuve indiquant qu'Oswald ou Ruby étaient impliqués dans un quelconque complot, qu'il soit international ou national, visant à assassiner le président Kennedy. L'affaire est close. C'est un extrait du film d'Oliver Stone, JFK, Les coups de feu, à Dallas, de 1991, qui a suscité une nouvelle vague de théories conspirationnistes concernant l'assassinat de Kennedy. Le personnage principal et son enquête sont au cœur de l'intérêt. Le personnage interprété par Kevin Costner s'appelle Jim Garrison. Dans les années 60, il occupait le poste de procureur de district de la Nouvelle-Orléans. L'assassinat de Kennedy l'a choqué, tout comme le reste du pays. Bien que certains aspects de l'affaire mettaient Jim dans une position délicate, il était convaincu que les services secrets détenaient plus d'informations que ce qu'ils communiquaient au public,
et qu'il fallait donc faire confiance à leur professionnalisme. Garrison avait de l'expérience au sein du FBI. En 1966, il discute par hasard avec Russell Long, sénateur de Louisiane, qui exprime son point de vue sur l'assassinat de Kennedy, affirmant que la commission Warren s'était trompée dans ses conclusions. Il n'existe pas dans le monde une personne capable d'abattre Kennedy de cette manière, a remarqué Long. Cela soulève des doutes quant à la façon et à l'identité de l'auteur de l'assassinat. Les paroles du sénateur suscitent l'intérêt de Garrison. Il demande un rapport complet de la commission Warren et commence à mener sa propre enquête. Bien que ce ne soit pas le seul dossier qu'il traite, il est considéré comme l'un des plus connus. Des livres, des documentaires et des articles analysant les versions non officielles des événements continuent de paraître aujourd'hui. Malgré la diversité des conclusions et des suspects mentionnés, la plupart de ces recherches commencent par des questions similaires. Tout d'abord, dans quel but certains documents restent-ils secrets? Deuxièmement, comment se fait-il que les sources ouvertes, y compris le rapport de la commission Warren, soient remplies d'incohérences et de lacunes? Il est évident que les documents classifiés ne sont pas accessibles. C'est pourquoi nous commencerons par examiner les données déjà disponibles. L'un des aspects les plus provocateurs de l'affaire Kennedy, même pour les sceptiques expérimentés, est la soi-disant théorie de la balle magique. Dans son rapport de 800 pages, la commission Warren affirme qu'Oswald, tireur d'élite chevronné des Marines, a tiré 3 balles. La première balle a touché Kennedy au cou et est ressortie par la gorge avant de frapper le gouverneur Connally. La deuxième balle l'a atteint à l'arrière de la tête et a causé sa mort, tandis qu'un tir s'est avéré être un raté. Tout cela semble logique, mais le problème réside dans les détails. Pourquoi la première balle a-t-elle été qualifiée de magique? Ainsi, une seule balle a finalement causé jusqu'à 7 blessures d'entrée et de sortie chez 2 hommes. Beaucoup de gens n'étaient pas prêts à accepter ce fait. Des pensées ont immédiatement commencé à émerger selon lesquelles il aurait pu y avoir plusieurs tireurs. La théorie de la balle unique ou balle magique est cruciale pour soutenir la version officielle affirmant qu'Oswald a agi seul pour effectuer 2 tirs avec le type de carabine qu'Oswald possédait. Il n'y aurait pas eu suffisamment de temps entre les blessures des 2 hommes. L'intervalle minimum pour réaliser 2 tirs consécutifs précis est d'environ un quart de seconde. Le procureur Harrison souligne que la commission Warren a abordé cette question avec une approche manifestement sélective. Ignorant les nombreux témoignages des personnes présentes sur les lieux du crime qui contredisaient la version officielle des événements, il est indiqué que les tirs ont retenti juste après que Kennedy a tourné sur Elm Street. La bibliothèque scolaire se trouvait derrière la limousine, à sa droite. Un peu plus loin, se dressait une butte herbeuse avec une clôture en bois, et de petits arbres poussaient à proximité. 1 heure avant l'assassinat, la témoin Julianne Mercer passait devant la butte herbeuse sur Elm Street. Se retrouvant dans un embouteillage, elle s'est arrêtée à côté d'un pick-up garé au bord du trottoir et a remarqué un jeune homme avec un fusil dans un étui qui montait la pente raide de la colline. Le lendemain de l'assassinat, comme l'a établi Harrison, Julia a discuté de cet événement à la fois avec le bureau local du FBI et avec le bureau du shérif de Dallas. Cependant, ce qui est surprenant, c'est que les représentants de la commission Warren ne l'ont jamais interrogée. Certains témoins, contrairement aux conclusions de la commission Warren, ont non seulement entendu des tirs derrière la clôture,
mais ont également remarqué de la fumée provenant des coups de feu s'élevant à travers les arbres. Un des témoins, nommé Holland, a affirmé qu'il voyait clairement un nuage de fumée émanant des arbres. Le président de la bibliothèque Campbell était convaincu que les tirs provenaient de la zone herbeuse en direction du cortège en mouvement. Il se tenait sur une dalle de ciment face à la clôture et était convaincu que les tirs provenaient de quelque part derrière lui. Un autre témoin, Newman, décrivait cette scène ainsi. Nous étions au bord du trottoir et observions la voiture qui s'approchait quand soudain, un bruit semblable à un coup de feu retentit. Nous sommes tombés dans l'herbe, nous sentant en plein feu. J'étais convaincu que les tirs venaient de derrière moi. Je ne peux pas comprendre si je regardais du côté de la bibliothèque du Texas. Dans l'enregistrement le plus célèbre de l'événement, on voit que Kennedy a été projeté en arrière après le tir, ce qui indique que la balle est entrée par l'avant et non par l'arrière. De plus, des preuves intrigantes n'ont pas été examinées, indiquant que des personnes se faisant passer pour des agents des services secrets pouvaient se trouver près de la gare. Certains témoins ont affirmé avoir vu des agents des services secrets après l'attentat. Cependant, le rapport de la commission Warren indiquait que tous les agents des services secrets mobilisés pour assurer la sécurité lors du défilé s'étaient dirigés vers l'hôpital. Les membres de la commission Warren ont ignoré la question de savoir si certains de leurs employés étaient des représentants des services secrets. Il convient également de mentionner Jack Ruby, qui a tué Oswald. Une des témoins l'a vu environ 1 heure avant l'attentat sur la colline verte. Harrison a noté que le FBI avait modifié le témoignage de la témoin, affirmant qu'elle n'avait apparemment pas pu identifier Ruby. Une autre énigme liée à la scène du crime est celle de l'homme mystérieux avec un parapluie, présent dans les images vidéo et d'autres photographies de ce jour-là. La veille de l'arrivée de Kennedy à Dallas, il pleuvait, mais le matin, le soleil illuminait les rues. Pourtant, tous ceux qui accueillaient Kennedy étaient dépourvus d'imperméables, de manteaux ou de parapluies, ce qui semble très suspect. Aucune théorie du complot ne peut se passer de la figure d'Oswald. La version officielle suscite de nombreux doutes. A-t-il pu agir seul? Quels étaient ses motifs? Avait-il des liens avec la CIA, la mafia ou les autorités cubaines? Dès le moment de son arrestation, Oswald a inlassablement affirmé qu'il était le bouc émissaire. Les partisans des théories alternatives ont trouvé de nombreux contre-arguments, parmi lesquels se distingue la célèbre photo d'Oswald avec le fusil. Selon la commission Warren, c'est avec cette arme que le président a été abattu. Qu'est-ce qui suscite donc des doutes chez les sceptiques? Tout d'abord, ce sont les détails qui les troublent, tels que les ombres et la ligne du menton. La direction de l'ombre projetée par le corps ne correspond pas à l'ombre créée par le nez de Harvey. L'ombre du corps est inclinée sur le côté, tandis que sous le nez, elle descend brusquement. Cela soulève des questions, car le soleil était à ce moment-là dans la même position. Il convient également de noter le menton. Sur cette photo, il apparaît large, alors que sur d'autres images d'Oswald, il est réduit à des traits fins. Les partisans des théories du complot concluent que la photo est un faux. De plus, Oswald lui-même a déclaré lors de son interrogatoire que l'image n'était pas authentique. Un autre point étrange est que l'interrogatoire de Harvey a duré 12 heures. L'enregistrement de tels interrogatoires est une pratique courante, même dans des affaires moins significatives. Néanmoins, selon les données de Harrison,
le présumé assassin du président des États-Unis a été interrogé sans enregistrement vidéo ou audio, ni transcription. De plus, il est resté sans avocat. Cependant, Harrison a étudié non seulement les liens populaires associés à Oswald, mais s'est également plongé dans sa biographie. Cette photo, prise en 1956, montre le jeune Oswald, âgé de 5 ans, juste. A rejoint le corps des Marines. Les sources officielles rapportent qu'Oswald a appris le russe de manière autodidacte, ce qui lui a été utile lors de son déménagement en URSS. Selon Harrison, Oswald a passé un examen de russe à la base des Marines en Californie bien avant son déménagement en Union soviétique. Ce fait a surpris Harrison, car, étant une personne ayant une expérience militaire, il n'avait jamais rencontré de cas où il était nécessaire pour les soldats de connaître la langue russe. Selon les documents officiels, Oswald a servi en tant que marine dans une unité de défense aérienne. Pour Harrison, cela a été le premier signe que, du moins en 1959, Oswald suivait une formation approfondie. Oswald a servi à la base des Marines en Californie de novembre 1958 à septembre 1959. Le marine le plus proche de lui était Nelson Delgado, qui a rapporté qu'Oswald ne montrait pas de compétences particulières en tir et commettait souvent des erreurs. Le témoignage de John Donovan, lieutenant senior à... Le témoignage de John Donovan, de la base d'El Toro, a confirmé les propos de Delgado. Selon lui, Oswald n'a jamais affirmé ouvertement qu'il était communiste ou qu'il adhérait à des convictions communistes. De plus, les témoignages des camarades de service de Donovan et Delgado corroborent cette conclusion. Ils n'ont également jamais entendu Oswald se désigner comme marxiste. La seule personne dont le témoignage différait des autres était Kerry Thornley, qui affirmait qu'Oswald montrait des connaissances en marxisme. Le procureur Harrison soulignait que ces témoignages avaient reçu une attention significative, tant de la part de la commission Warren que des médias, pour des raisons peu claires. Cependant, les documents ont été classés secrets. À l'été 1959, environ 5 mois après qu'Oswald ait passé l'examen de langue russe, il a demandé une libération anticipée, invoquant la maladie de sa mère et la nécessité d'être régulièrement à ses côtés. En septembre, il a été libéré, mais après avoir passé seulement 3 jours avec sa mère, Oswald est parti pour la Nouvelle-Orléans. Oswald est arrivé en Europe par bateau, son billet ayant été délivré par un bureau dirigé par un certain Clay Shaw. Ce nom réapparaîtra dans le récit. À son arrivée en Angleterre, Oswald s'est dirigé vers l'Est. Cependant, il n'existe aucune information sur les avions ou les compagnies aériennes qu'il a utilisées. La commission Warren a noté qu'Oswald avait décollé pour Helsinki le 9 octobre, le même jour où il est arrivé en Angleterre. En même temps, le passeport d'Oswald indique qu'il a quitté l'Angleterre seulement le 10 octobre, c'est-à-dire le lendemain de son arrivée. Il est également connu qu'il a séjourné dans un hôtel à Helsinki le même jour. Le problème réside dans le fait que cela est impossible, compte tenu de l'horaire du seul vol commercial de Londres. Harrison est frappé par la manière dont les 2 gouvernements ont permis sans entrave au jeune couple de revenir aux États-Unis. De plus, l'État américain a même chargé l'ambassade à Moscou de leur fournir des fonds pour leur retour, ce qui semble plutôt étrange. Malgré le souhait d'Oswald de renoncer à sa citoyenneté, il a tout de même reçu 436 $. Quelques mois plus tard, le bureau des passeports du département d'État
n'a également trouvé aucun motif pour refuser le rétablissement du passeport d'Oswald. Lorsque Marina et Oswald sont arrivés aux États-Unis avec leur fille, ils n'ont pas été accueillis par des agents du FBI ou d'autres services de renseignement, ce qui aurait été logique dans le contexte de la guerre froide. Après leur retour, les autorités n'ont pas poursuivi Oswald et sa famille. Il a déménagé à... Bien qu'Oswald ait conservé des opinions marxistes, sa famille a été chaleureusement accueillie par la communauté russe de Dallas. Il est intéressant de noter que cette communauté comprenait d'anciens nobles russes, des propriétaires terriens et des émigrés blancs, expulsés par le gouvernement bolchevique. À la Nouvelle-Orléans, Oswald s'est occupé de la vente de machines à café et distribuait des tracts du comité cubain, ce qui est lié à de nombreux détails étranges. L'adresse 544 sur Cambridge Street est devenue assez célèbre et a même été le sujet de visites guidées spéciales consacrées aux théories du complot concernant l'assassinat de Kennedy. C'est à cette adresse que, sur certains tracts distribués par Oswald, des adresses sont indiquées. Si l'on tourne dans la rue voisine et que l'on se dirige vers le 531 sur Lafayette Street, on peut trouver une autre entrée dans le même bâtiment. C'est là que se trouvait le bureau de Guy Bannister, l'une des figures clés de la théorie de Jim Harrison. Ancien agent du FBI à la Nouvelle-Orléans, Bannister était détective privé et fervent anticommuniste, soutenant plusieurs groupes anti-Castro. Ainsi, par un étrange concours de circonstances, Oswald a indiqué l'adresse de son comité pour une politique juste envers Cuba, dans le même bâtiment où se trouvait le bureau d'un fervent anticommuniste et ancien agent du FBI. Comme le souligne à juste titre Harrison, du point de vue d'Oswald, c'était en effet un choix de lieu très étrange. Enfin, de nombreux habitants de Dallas étaient au courant que le directeur de la société de café où travaillait Oswald était un fervent anticommuniste. Sur cette base, Harrison suppose qu'Oswald travaillait en réalité sous couverture pour l'ancien agent du FBI Bannister, jouant le rôle d'agent provocateur. Cela pourrait expliquer certaines étrangetés dans son comportement. Par exemple, avant de distribuer des tracts en soutien à Castro, il se rendait souvent au bureau local de l'emploi pour embaucher des personnes, ce pourquoi il les payait. Ainsi, le recrutement était peu probable pour un groupe véritablement marxiste. La plupart d'entre eux étaient bien organisés, mais, en général, ne disposaient pas de moyens suffisants. Oswald a été extrait du groupe des autres arrêtés et placé dans une pièce séparée pour une conversation avec l'agent spécial John Wickley du bureau local. Plus tard, Wickley a détruit les enregistrements de son entretien, ce qui contredit catégoriquement la procédure standard du FBI, selon laquelle de tels enregistrements doivent être conservés dans le dossier de service. Un traitement aussi inhabituel pourrait s'expliquer si Oswald avait réellement des liens avec Bannister, un ancien haut fonctionnaire du FBI. Une semaine après l'arrestation d'Oswald, quelqu'un a organisé sa participation à des débats radiophoniques sur le thème du capitalisme et du communisme. Oswald représentait la position de gauche, se présentant comme un marxiste convaincu. Harrison en arrive à la conclusion logique que toutes ces actions visaient à façonner l'image d'Oswald en tant que faucon communiste, et cela n'était en aucun cas un hasard. Néanmoins, la piste cubaine apparaît souvent dans la plupart des théories alternatives, y compris l'enquête de Harrison. Il est nécessaire de comprendre pourquoi la commission Church a été créée en 1975. L'enquête de ce comité a révélé que la CIA avait mené plusieurs tentatives pour éliminer le leader cubain Fidel Castro.
Néanmoins, c'est cette version qui explique pour beaucoup le voyage d'Oswald à Mexico et ses nombreuses tentatives d'atteindre Cuba. Selon une autre interprétation des théories cubaines, l'assassinat de Kennedy est lié à des groupes opposés à Castro. Il est affirmé qu'ils étaient mécontents du président en raison de son refus de les aider. Après la tentative infructueuse des États-Unis de renverser Castro en 1961, Kennedy considérait sa première année de présidence comme catastrophique, en grande partie à cause de cet événement, connu sous le nom de débarquement dans la baie des Cochons. Cet épisode joue un rôle clé dans la compréhension de la théorie de Harrison et d'autres versions alternatives. Le plan d'invasion secrète de Cuba avait été élaboré sous l'administration du président précédent, Eisenhower, et la CIA s'occupait de la préparation des forces anti-Castro au Guatemala. Kennedy a été informé de l'opération prévue peu après sa victoire aux élections de novembre 1960. Certains membres de l'administration du nouveau président ont averti que l'opération, dans sa forme proposée, échouerait presque certainement. Cependant, la plupart des conseillers assuraient que le plan serait couronné de succès et aiderait à se débarrasser de la dictature communiste dans le pays voisin. Du point de vue du président des États-Unis, cela semblait être une proposition très attrayante, mais il fallait tout mener discrètement. Kennedy cherchait à minimiser tout lien entre les militaires américains et l'opération à venir. Le plan consistait en ce que des avions déguisés effectuent une série limitée d'attaques aériennes, après quoi un groupe d'émigrés cubains, formé par la CIA, devait débarquer dans la baie des Cochons pour prendre le contrôle de Cuba. La CIA a utilisé de vieux avions de la Seconde Guerre mondiale, les peignant aux couleurs des forces aériennes cubaines. En conséquence, l'attaque n'a réussi à détruire qu'une partie des forces de Castro, la plus grande partie restant intacte. Après que les détails de l'attaque ont été rendus publics, des photos des avions américains relookés ont été diffusées dans les médias, confirmant la participation des États-Unis à l'invasion, ce qui a conduit Kennedy à annuler le deuxième raid aérien. Le 17 avril, une brigade d'environ 1500 émigrés cubains, formée par la CIA, a débarqué sur la côte sud de Cuba, dans la baie, mais a rapidement été confrontée à des tirs intenses. En conséquence, l'invasion a complètement échoué. De nombreux membres ont été tués et les autres capturés par l'armée de Castro. L'échec de l'opération a constitué un coup dur pour l'administration Kennedy. Pour compenser l'échec de l'invasion, l'administration a élaboré l'opération Mangouste, un plan qui incluait le sabotage et la déstabilisation du gouvernement et de l'économie cubain, ainsi que la possibilité d'éliminer Castro. Peut-être que certains d'entre vous en ont assez de la politique, mais il vaut la peine de rester attentif. Je rappelle que l'une des questions clés dans l'affaire de l'assassinat de Kennedy est « À qui cela profite-t-il » À la mi-octobre, des avions de reconnaissance américains ont détecté la construction de rampes de lancement de missiles à Cuba. En réponse, Kennedy a imposé un blocus naval à l'île et a exigé la destruction des missiles et des infrastructures associées. La réaction du leader soviétique Nikita Khrouchtchev face au blocus et aux exigences des États-Unis est restée incertaine, mais les deux hommes ont compris le potentiel menaçant d'une guerre nucléaire et ont accepté un compromis. L'URSS a décidé de démonter les rampes de lancement en échange de garanties américaines de non-intervention à Cuba. Une partie de cet accord, restée secrète pendant plusieurs décennies, comprenait des conditions supplémentaires. Dans les derniers mois de la présidence de Kennedy, un traité interdisant les essais d'armes nucléaires a été signé et une ligne de communication directe a été établie
entre Washington et Moscou. Je comprends que certains spectateurs aient pu s'endormir à cause des nuances politiques, mais il est maintenant temps de se réveiller et de comprendre la signification de ces événements. Selon le procureur Harrison, l'assassinat de Kennedy était orchestré par des éléments anticastristes et anticommunistes au sein de la CIA, cherchant à poursuivre la guerre froide. Ils auraient organisé un complot impliquant Oswald et un groupe de communistes de la Nouvelle-Orléans, Clay Shaw, un détective privé, ainsi que d'anciens agents du FBI, Guy Bannister et David Ferrie. Bannister est décédé d'une thrombose en juin 1964, 6 mois après l'attentat, lorsque sa veuve a informé un assistant du procureur de district qu'elle avait vu des tracts du comité cubain dans le bureau de son mari, distribués par Oswald. Harrison était convaincu que Ferrie connaissait Oswald par le biais de leur service, malgré les dénégations de Ferrie lui-même. La photographie montre Oswald et Ferrie lors d'un pique-nique avec des cadets de la patrouille aérienne civile. La mort de David Ferrie soulève de nombreuses questions. Il a été retrouvé mort le 22 février 1967, seulement une semaine après la publication de l'enquête de Harrison. 2 lettres de suicide, tapées à la machine, ont été trouvées dans son appartement. Cependant, l'autopsie a révélé que la cause du décès était une hémorragie cérébrale massive d'origine naturelle, ce qui exclut à la fois le suicide et l'homicide. L'objectif des lettres reste flou. Harrison a présenté un témoin qui affirmait qu'à une fête dans l'appartement d'Oswald, Ferrie et Shaw discutaient des plans concernant l'assassinat de Kennedy, y compris la stratégie de tir croisé et les alibis pour tous les impliqués. Cependant, en 1967, le tribunal a déclaré Shaw non coupable, considérant les témoignages des témoins comme peu fiables. Croyez-vous encore qu'Oswald a tué Kennedy? Honnêtement, en plongeant dans les détails et en étudiant non seulement la version officielle des événements, mais aussi des théories alternatives, on commence à douter et à percevoir la situation différemment. Une preuve éclatante de cela se trouve dans les sondages d'opinion. Le graphique montre qu'en 1963, plus de la moitié des Américains doutaient qu'Oswald ait agi seul. En 1976, il y a eu une forte augmentation. Cela a été provoqué par la déclassification du film de Zapruder, après quoi 90% de la population a également cessé de faire confiance à la version officielle. Où peut-on encore trouver une théorie du complot en laquelle croient 80% des gens? J'ai déjà énuméré les principales questions et doutes. De plus, de nombreux documents liés à l'enquête restent toujours classés. Ils auraient dû être déclassifiés il y a 5 ans, mais une partie est encore inaccessible. Les documents publiés n'ont également pas éclairci la situation. Malgré de nombreuses questions, Lee Harvey Oswald continue d'être officiellement reconnu comme le seul assassin de John Kennedy. Les liens existants avec la CIA, la mafia, le FBI et d'autres organisations ont été reniés. Cela ouvre la voie à des théories alternatives, dont certaines semblent assez convaincantes, y compris l'enquête de Harrison. Cependant, il y a 2 problèmes clés. Il y a trop de ces théories et elles sont suffisamment habiles. Ces théories sont entrelacées et formées en un récit logique qui inspire confiance. Cependant, au fil du temps, de nombreux arguments des partisans des versions alternatives ont été réfutés avec succès. Voici quelques exemples. Dans le film d'Oliver Stone, basé sur le livre du procureur Harrison, il y a un épisode avec une photo falsifiée d'Oswald, qui est en réalité authentique. Elle a pu être reproduite au même endroit. Et à la fin des années 60,
ainsi qu'au XXIe siècle, une reconstruction numérique a été réalisée à l'aide de modèles 3D. Oswald apparaît avec un menton large uniquement en raison du nombre partiellement caché. L'incohérence des directions des ombres du corps et du menton est tout à fait naturelle et s'explique par les particularités de notre perception. Nous percevons le monde en 3 dimensions, tandis que la photographie est plane. Ainsi, ce qui semble habituel en 3D peut paraître étrange sur une photo, et vice-versa. Les ombres en sont un exemple frappant. Je suis d'accord, l'histoire de la balle magique semble douteuse. Il existe de nombreuses expériences prouvant son impossibilité. En même temps, il y a aussi des études opposées qui affirment que la balle aurait effectivement pu traverser toutes ces couches et suivre la trajectoire indiquée. Pour conclure, je vais présenter mon exemple préféré. Les opinions des conspirationnistes concernant la personnalité d'Oswald varient. Certains suggèrent qu'il était une cible pour les tireurs d'élite, tandis que d'autres affirment qu'il était lui-même un tireur d'élite. La vérité sur l'homme au parapluie noir s'est révélée beaucoup plus simple. En 1978, l'homme qui tenait le parapluie pendant l'attentat contre Kennedy a témoigné. Il a expliqué pourquoi il avait besoin d'un parapluie et pourquoi il s'était placé sur le parcours du convoi. Il s'est avéré que c'était une expression de protestation. À la fin des années 30, le père de John Kennedy occupait le poste d'ambassadeur en Grande-Bretagne, où le Premier ministre était Neville Chamberlain. Avant le début de la guerre, il a signé un accord de paix avec Hitler, soutenu par Kennedy Senior. Chamberlain est resté dans les mémoires pour avoir toujours porté un parapluie, que certains opposants à John Kennedy ont commencé à utiliser dans les années 60 comme symbole de protestation. Une subtile allusion politique. Cette histoire peut être comparée à l'observation d'une peinture à travers un microscope. Imaginez une grande toile que vous examinez de près en utilisant un microscope. De nombreuses photochroniques sont bien documentées, et si vous examinez attentivement un événement d'une telle ampleur, vous découvrirez inévitablement quelque chose d'étrange ou qui ne correspond pas à la perception généralement acceptée des personnes ou des détails. Je souligne encore une fois, il y a des éléments étranges dans cette histoire, mais ce qui me convainc de l'inexactitude des théories alternatives, c'est une autre citation du président américain Benjamin Franklin. Il a un jour remarqué « 3 personnes peuvent garder un secret, à condition que 2 d'entre elles soient mortes. » Il a fallu plusieurs années pour que la vérité soit révélée. Si l'assassinat de Kennedy était réellement le résultat d'un complot, alors de nombreuses personnes auraient dû y participer. Il aurait été impossible de les éliminer toutes en même temps. Si cela était possible, l'ampleur du complot augmenterait encore davantage. Ainsi, au cours de 60 ans, des preuves convaincantes ou des témoins de l'événement auraient dû émerger, mais ils sont toujours absents.